Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui une pianiste à la carrière internationale, Elisabeth Sombart, qui nous revient avec un CD dédié à 21 nocturnes de Chopin. Elisabeth Sombart, bonjour. Bonjour. Bienvenue de nouveau dans VIP. On a eu la joie de vous recevoir il y a quelques années. Et une émission qui m'avait marquée par la profondeur des propos qui s'y étaient tenus. Voilà, vous êtes avertis. Bien. Dans cette émission, Elisabeth, nous allons parler de piano, on va parler de Chopin, on va parler de votre famille, on va parler de votre fondation, la fondation Résonance, on va parler de la phénoménologie, j'y arrive, du son et du geste, et puis on va également parler photo et photographie en tant qu'art, en deuxième partie d'émission, avec un photographe, Jean-Louis Courtina, qui lui aussi a fait de la profondeur un matériau de travail, et je pense que vous allez bien vous entendre, tous les deux. Comment allez-vous, Elisabeth Sombart ? Je vais bien. Oui. Je vais bien, j'arrive un petit peu de loin parce que je me rends compte, vous me dites... En fait, la dernière fois que je suis venue, je revenais aussi de notre filiale au Liban. Et donc là, j'arrive aussi du Liban, où j'ai passé 8 jours. Et c'était très, très intense parce que la situation est quand même... Voilà, un petit peu comme de l'eau qui va bouillir, ou peut-être qui bout déjà. Et notamment le dernier concert à Tripoli, c'était quand même assez chaud. Mais en même temps, la gratitude des Libanais et du public était telle que ça valait bien toutes les petites peurs que d'autres ont pour moi, parce que moi, je n'ai pas peur. Alors, on va expliquer un peu ce qu'est votre vie. C'est la vie d'une concertiste qui donne des concerts dans des très grandes salles prestigieuses. C'est aussi la vie d'une concertiste qui donne des concerts dans des endroits plus improbables, comme des prisons, des hôpitaux, des petites salles en Afrique qui ne ressemblent à rien, avec un piano brinque-ballant contre un mur. Il n'y a pas une schizophrénie du tout, au contraire, il y a une très grande cohérence dans cette vie, et non pas ces deux vies que vous menez. Vous pouvez nous expliquer quel est ce cheminement qui vous a amené à jouer partout et pour tous ? Vous savez, c'est comme quand on se demande... ou quand on nous demande est-ce que vous avez eu un appel et c'était quand et qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, on se rend compte qu'on a plusieurs appels et qu'à un moment donné, ça fait un grand oui qui met ensemble toutes sortes d'éléments biographiques qu'on ne comprenait pas forcément au moment où on les vivait. Et alors, pour répondre à votre question, il y a peut-être un immense désir que j'ai toujours eu de partager l'émerveillement avec ceux qui me sont proches. Un désir aussi de revenir sur une injustice bien institutionnalisée, là, qui est de dire que la musique classique appartient aux gens cultivés, voire riches, et en fait, je sais que c'est faux. Et donc, il fallait absolument que je puisse partager cet amour de la musique classique avec le plus grand nombre. C'est ce qui m'a fait faire les émissions, tout ce qui a été fait autour de Bach à Bartók. Et puis, aussi des anecdotes qui ne sont pas des anecdotes, mais des moments de ce que Zundel appelle la vérité jour. Par exemple, cette vieille dame que j'aimais, qui a été mise dans une maison de retraite, et elle m'a dit, ce qui me fait le plus de peine, c'est que je pourrais plus venir à vos concerts. J'ai dit, c'est pas grave, je viendrai jouer pour vous. et alors ça a commencé comme ça, cette idée qu'on peut aller porter c'est aussi Matthieu 15, j'étais en prison, vous m'avez pas visité, j'étais malade, vous m'avez pas soigné. Et petit à petit, la fondation s'est construite. Ça fait maintenant la fondation Résonance, qui englobe finalement vos activités de concertiste, de concertiste, non, parce que mes activités de concertiste sont à part, mais dans la fondation Résonance, on a deux missions, qui est donc de porter la musique dans les lieux de solidarité, dans les lieux où elle ne va pas, donc les prisons, les hôpitaux, les maisons de retraite, les handicapés, mais c'est aussi les camps palestiniens pour les femmes, où j'étais là, à Saïda, enfin, c'est vraiment tous ces lieux où la musique ne va pas. Et dans l'exigence alors de la pédagogie Résonance, qui est spécifique à la Fondation et qui est une synthèse que j'ai faite entre l'enseignement à la fois de Sergiu Celibidache, qui est pour la phénoménologie du son, et de Hilde Langer-Rühl, qui était ma professeure à Vienne. Et voilà. Et donc, ça, c'est la Fondation Résonance. Voilà, la musique pour tous, gratuite, oui. Sans examen, forcément, parce que l'examen peut être stressant aussi pour...
Les principes fondateurs sont que nos écoles et toutes les masterclass sont en effet gratuites. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de limite d'âge. Et on enseigne notre pédagogie. C'est aussi parce que, au nom de la musique, on ne peut pas mettre des contraintes qui sont contraires à ce qu'elle nous enseigne. Parce que la musique nous enseigne un autre temps. Et donc on ne peut pas sanctionner quelqu'un parce qu'il est ou trop jeune ou trop vieux ou pas assez, je ne sais pas quoi. Et d'autre part, la musique nous apprend qu'il y a... que pour qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait cette continuité. Et cette continuité, c'est justement l'expérience que nous donne la musique. Et donc, on ne peut pas entrer dans un système où on compare un enfant à un autre, parce que, voilà, quelque part, on ne peut pas faire ça au nom de la musique. Et quand on compare un enfant à un autre, on tue un des deux, et il n'y a absolument rien qui justifie ça. Alors, vous parliez de votre filiale au Liban, on va expliquer, c'est parce que la Fondation Résonance a 7 filiales. Oui, on est dans 7 pays. Il y a la France, il y a l'Espagne, il y a la Belgique, je crois, le Liban. L'Italie. La Suisse, évidemment, d'où vous êtes originaire et où se trouve le centre principal, le siège, on va dire, à Morges. L'Italie et la France. Voilà, donc ça se répand doucement, mais sûrement. Voilà. Oui. Moi-même, je suis la première émerveillée. Parce que, au fond, c'est tellement difficile d'expliquer, puisqu'on a la Roumanie aussi, donc depuis 2 ans. En fait, là aussi, c'est la relation qui crée. Pourquoi le Liban ? Parce que j'ai été invitée là-bas, j'ai rencontré des gens, il y a eu une demande, il y a eu cette relation qui fait que, alors qu'on a envie de dire non, on va dire oui. Parce que ça, j'ai appris que chaque fois que j'ai eu envie de dire non à un projet, il fallait dire oui. Donc je gagne du temps maintenant. Et voilà, et la Roumanie, pareil, c'est parce qu'il y a une pianiste avec qui j'ai travaillé pendant des années, qui a suivi notre formation et qui est rentrée en Roumanie. Voilà, alors elle a fait Résonance Roumanie. Quand vous aviez 20 ans, vous étiez déjà une pianiste confirmée. Arthur Rubinstein vous avait dit de vous, elle a ce qui ne s'apprend pas. Et finalement, votre vie confirme on va appeler ce jugement, ce diagnostic, que sais-je. En tout cas, c'était assez prémonitoire, parce que vous exercez votre profession de pianiste de manière très très différente finalement des autres concertistes qui sont aussi dans le partage. Mais pas jusqu'où vous allez. Ils vont peut-être jouer une fois dans une prison, vous en avez fait un principe finalement de vie avec toute l'équipe de professeurs qui vous accompagnent, vous n'êtes pas toute seule, oui, précisons-le bien. Et peut-être, je me demandais si ça ne tenait pas au fait, à votre histoire personnelle. Je ne parle même pas de tout le côté catholique, etc. Je parle à l'histoire personnelle musicale de votre famille, à cette maman qui jouait sur son piano, vous blotti sous ce piano et pour écouter résonner cette musique en vous. Et tout de suite, c'est tellement intérieur ce que vous ressentez que ça ne pourra que s'extérioriser pour se partager aux autres. Pardon, j'étais un peu longue, mais... Non, c'est beau ce que vous dites, c'est beau, vraiment. Mais c'est que le son appartient à l'intériorité, le son... et le son... notamment dans la manière de l'écouter, qui est un peu une nouvelle manière d'écouter que nous apporte la phénoménologie, permet justement de comprendre une clé fondamentale, c'est que ce sont les sons qui ordonnent notre monde affectif, et pas le contraire. Et donc c'est des gammes intérieures qu'on doit faire, une sorte de prière, de silence perpétuel sur lequel on va faire naître les sons. C'est engendrer, non pas créer. C'est pas nous qui créons. On offre quelque chose qui sont des signes qui ont une valeur plus éternelle. Quand vous décidez de faire un disque sur Frédéric Chopin, 21 Nocturnes, un disque que vous pouvez vous procurer évidemment, et je vous invite à le faire. D'abord, qu'est-ce qui vous décide pour Chopin ? Et comment se fait le choix finalement de ce que vous allez jouer ? Parce que Chopin, il y a une œuvre assez large. Comment ça s'opère en vous, ce discernement, j'allais dire ? Aussi, le discernement, c'est pas quelque chose qui vient d'un acte de la volonté. Mais à un moment donné, on ne peut pas faire autrement. Et j'ai dit d'ailleurs, ce sera mon dernier disque. Les 21 Nocturnes, parce que les 21 Nocturnes, pour moi, je les joue depuis toujours. On m'a souvent demandé de les enregistrer. Et j'ai su
à partir d'il y a 2 ans, je dirais que c'était le dernier enregistrement que je ferai. Il y aura les concertos, encore avec l'orchestre, mais de Chopin, j'avais déjà enregistré beaucoup, et je savais que je finirais avec les 21 nocturnes, qui sont comme une sorte d'échelle de Jacob, parce que devant chaque nocturne, il y a un ange qui est agenouillé et qui nous annonce autre chose de tout ce qu'on peut pas se dire avec les mots, et de tout cet apostolat de consolation qui console, comme disait Guica, quelque chose de plus que notre propre douleur. Vous pensez que Chopin, il était conscient de tout cela ? Je pense que de même, tout à l'heure, vous me parliez de ce qui fait que j'ai pu choisir un chemin de vie par rapport à ma biographie. Je pense que la biographie est importante, mais on n'est pas que notre moi biographique, comme dirait Zundel, ni notre moi social, ni notre moi même psychologique. Et pareil pour les compositeurs. Bien sûr, on peut dire de Chopin qu'il est notre prophète du Tzal, de cette nostalgie, de cette brisure, de l'asymétrie, de cette non-relation intérieure qui peut nous faire tant souffrir, hein, et c'est pour ça qu'on fait tout ce chemin pour retrouver l'unité. Et bien sûr, il est ce chemin de l'exil et de quelqu'un qui a connu l'exil dans sa biographie, mais sa musique va bien au-delà de simplement le reflet de sa douleur à lui et de son exil à lui. Alors je vous propose de regarder un premier extrait. C'est une vidéo du Nocturne numéro 8, opus 27. On vous voit jouer et je trouve que c'est important de vous voir jouer puisqu'on parlait de la phénoménologie du son et du geste, et donc du geste. Alors voilà ce que ça donne, Elisabeth Sombart à la rencontre de Frédéric Chopin. On se laisse embarquer, c'est envoûtant. Hein. C'est envoûtant. Chopin est envoûtant, oui. Et jouer comme ça, c'est envoûtant. Vous vivez cet envoûtement, vous nous le faites partager. Moi, je deviens aussi le son, je deviens aussi le nocturne. Et il y a tellement de miséricorde, il y a tellement de tendresse dans cette musique. Et en fait, il ne faut pas croire que c'est désespéré. Bien sûr, le nocturne, c'est une forme lunaire, c'est une forme introvertie, mais elle est là pour nous dire qu'il y a de la lumière au bout du chemin. Vous savez, quand vous étiez venu la première fois dans VIP, il y a une anecdote qui m'avait marquée d'abord parce qu'elle était très drôle et aussi très touchante. Vous nous aviez raconté que lors d'un concert en Afrique, vous étiez mais épuisé. C'était un peu le concert de trop. Vous étiez arrivé avec 1 heure de retard au concert. Le taxi s'inquiétait pas beaucoup. Il dit, oh, vous savez, c'est l'Afrique. Vous arrivez dans une salle miteuse. Vous découvrez un pauvre piano droit miteux avec des cordes qui sortent. Enfin, c'était le drame absolu. Et que vous aviez reçu une parole de Dieu. Et moi, ça m'a marqué quand vous avez raconté ça, où Dieu vous avait dit, toi joue, moi je m'occupe de toucher les cœurs. Et cette phrase vous a accompagné depuis. Et je me dis, mais... Bon, j'ai pas dit que Dieu m'a parlé, non. Parce que je pense pas qu'on peut parler de Dieu comme ça. Mais cette phrase, je l'ai entendue en moi-même. Je me rappelle, je me faufilais à travers la foule et
Et je me rappelle que j'avais une sorte de prière intérieure comme ça, et je disais au Seigneur, parce que j'avais vu le piano tout au fond avec la corde qui sortait, qui était cassée. Je lui ai dit, il faut que tu quittes la pièce pendant 1 heure, parce que ça va être moche, je le vois, je l'entends, il faut pas rester. Et vraiment, et puis cette phrase qui s'est inscrite pour toujours. Toi tu joues, moi je touche les cœurs. Et ça a transformé ma vie. Oui, ça fait partie de tous ces appels qui tout à coup font un grand oui et qui fait que, voilà, même quand j'étais dans le camp palestinien des femmes, le piano est pas bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute façon, le message va passer autrement. Il y a une marche qui a été franchie ce jour-là, justement. Oui. C'est-à-dire, le piano est peut-être pas bon, il y a d'autres fois, il ne sera pas bon du tout. Oui. Mais on est au-delà de ça, finalement. Non, je me dis, le Seigneur est bien rentré sur un ânon. J'ai pas besoin d'avoir le cheval blanc. Si, alors quelquefois, je lui dis, c'est quand même mieux quand le piano est beau. Bien sûr. Mais voilà. Mais je me dis, et pourquoi ça m'a tant marqué cette phrase? Parce qu'on peut tous se l'appliquer, finalement. Et je trouve qu'elle peut tous, quel que soit notre art, notre métier, nous faire passer une étape en se disant, moi, je fais ce que j'ai à faire, je fais ma part. Oui. Je fais ma part, et le reste, à Dieu va. Mais vous savez, dont Patrick Delaubier, qui est un homme merveilleux, a entendu cette histoire et il m'avait dit, à l'époque, il y a longtemps, il m'a dit, il y a une mystique qui s'appelle Gabrielle Bossy. Oh, elle est fantastique. Elle a écrit plusieurs volumes. Lui et moi. J'espère que je dis bien, que c'est pas toi et moi. Non, c'est lui et moi. Bon, il faudra vérifier. Mais c'est absolument extraordinaire. Elle s'appelle Gabrielle Bossy. Et à un moment donné, elle est en tournée. Donc elle était une actrice de théâtre. Française ? Française, oui, de Nantes. Et elle avait des locutions comme ça à la fin de sa vie, vraiment. Et c'est ça, ce recueil de témoignages. Et à un moment donné, elle est en tournée, et puis elle en a marre, parce que naturellement, il n'y a rien qui marche, et puis le théâtre, enfin tout est... Alors je lisais ça, je me dis, c'est formidable. Et alors, puis elle lui dit, et puis j'en ai assez, j'ai tellement de travail, et puis c'est tout sur mon dos, donc quelquefois on se dit, c'est trop, j'arrive pas, il y a trop de travail. Et alors il lui dit cette phrase magnifique, quand tu travailles, tu me reposes. Oui, c'est un peu le même genre de phrase. Voilà, oui. Et oui, qui peuvent guider en tout cas une vie et une carrière. Oui. Alors, je vous propose de vous écouter travailler, ça va nous reposer, nous. Cette fois-ci, il s'agit du nocturne numéro 3, toujours Chopin évidemment, en si majeur. On va l'écouter comme ça, religieusement, en plateau. D'accord. On n'a plus envie de parler, hein. Après Chopin, que dire? On va quand même continuer. C'est quand même terrible, les disques. Parce que, pourquoi? Parce que c'est un vrai mensonge, en fait. Hein. C'est pas seulement parce que Chilida qui disait ça, mais... C'est la vérité d'un instant, un disque, non? Il faut beaucoup d'humilité, parce qu'on entend et on se dit, voilà, je ferai ça comme ça. C'est pas que ça changerait tellement, mais c'est d'avoir enfermé... d'avoir figé quelque chose qui appartient à l'éphémère. D'où la nécessité des concerts. Tellement. Et je me souviens que quelqu'un disait il faudrait mettre sur les disques, comme sur les yogourts, non, une date limite. Oui, parce que finalement, on a une relation aliénante avec le disque. Parce que nous, on bouge, on évolue, puis le disque reste figé. Et alors, si le disque donne envie d'aller au concert, alors c'est bien.
J'ai vu un documentaire vous concernant, je ne saurais plus dire le nom des auteurs et je m'excuse auprès d'eux, où on vous voyait jouer du piano avec votre maman, Tamara, c'était ça. Et... Ah oui, la musique aux couleurs de l'âme. C'était ça. C'est Serge Schmitt et voilà, c'était lui. Merci de les citer parce que j'aime bien citer les collègues. Moi, c'est la seule fois où on est allé filmer avec maman, donc je m'en souviens. Et c'était drôlement beau de vous voir jouer toutes les deux. C'était deux artistes, deux pianistes, mais il y avait la mère et la fille. Ce lien-là, je crois qu'il y a beaucoup de mamans et de filles qui paieraient cher pour l'avoir. On sentait une complicité musicale, mais bien au-delà. Juste voilà, c'était pour vous dire, j'ai trouvé cette image magnifique. Et ça, c'est parce que vous êtes une vraie maman. Ah bon? Sans doute. Mais c'est vrai que ça doit être quelque chose d'unique quand même de pouvoir partager ce qui fait le plus profond de son intériorité avec sa maman. Oui, surtout que maman entend tout. Elle connaît vraiment la musique. Elle l'aime et elle la connaît vraiment. Elle est fière de votre parcours. Est-ce que dans votre famille, on est fier de votre parcours? Je sais pas, je pense que oui. On ne raisonne pas sur ce genre, sur ce mode de pensée peut-être? Non, je pense pas. Alors, j'aimerais que... Oh, il va m'en vouloir, tant pis. J'aimerais qu'on évoque, avant l'arrivée de Jean-Louis Courtinat, le photographe, qu'on évoque un autre homme, qui est l'homme de votre vie, Christopher, votre mari. Je voudrais qu'on l'évoque, parce que moi, c'est quelqu'un qui m'a impressionné quand je l'ai rencontré. C'est quelqu'un qui fait un événement très intéressant, vous irez voir sur Internet, ça s'appelle le Zermatt Summit. Mais pas que ça. Il est marié à Elisabeth Sombaring, pour ça, il m'impressionne. Et... non, mais c'est vraiment aussi quelqu'un à part. Et vous avez tous les deux, si vous voulez bien en reparler un petit peu, une histoire très particulière de couple. Vous avez été, alors je ne sais pas comment le dire, consacré, vous êtes un couple consacré. C'est le cardinal Cottier qui était le théologien du pape Jean-Paul II, oui. Qui vous a consacré comme couple. On ne sait même pas que ça existe en fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est et si c'est accessible à tout le monde? Alors, comme disait le cardinal, il faut être très discret. Oui, c'est pour ça que j'en parle à la télévision française. Pardonnez-moi, mon père. Mais là aussi, c'est tout un parcours. Alors, déjà, j'ai envie de dire à tous ceux qui ont souffert beaucoup dans leur vie, comme moi, parce qu'à un moment donné, on a le droit de dire qu'on a beaucoup souffert sans être dans le rôle de la victime, mais simplement de pouvoir le dire comme quelque chose qui est aussi un humus de ce qui va être le grand oui un jour. Et d'ailleurs, ça arrive quand on n'y croit plus, ou quand on l'attend plus, ou quand on le cherche plus, hein, mais qu'on est au fond donné. Et je dis souvent à Christopher, depuis 10 ans que nous partageons notre vie, oui, le carrosse ne s'est pas transformé en citrouille. Et ce qui fait que le carrosse ne s'est pas transformé en citrouille, c'est que la baguette magique, c'est pas seulement l'expérience qu'on porte avec soi quand on se rencontre à 40 ans, parce que c'est pas qu'on est plus mûr, mais on l'est un petit peu, mais c'est pas ça. La baguette magique, c'est le Christ. Et c'est un appel. Moi, j'étais déjà consacrée quand je l'ai rencontré. Lui était en train de faire ce chemin aussi, après un kidnapping, après des choses très très difficiles qu'il avait eu à vivre aussi. Et tout à coup, on se rend compte que la relation d'amour est vraie lorsqu'elle résonne dans la Trinité. C'est difficile d'en parler comme ça. Vous en parlez très bien, non, je voulais juste dire que peut-être cet ordre des deux cœurs pour Dieu qui est en train maintenant de s'approfondir et de se créer dans une association de fidèles avec le père Nicolas Butet, quelque chose qui attirera d'autres personnes. C'est une vraie vocation, au fond. Hein. C'est... Moi, quand j'étais petite, j'ai cru que ça se vivait qu'au ciel. Et vous découvrez que c'est possible sur Terre. Oui. Et si on ne sait pas que... Bien sûr, dans le chemin initiatique, on voit que la transfiguration vient avant la croix. Ça m'a toujours étonnée, ça. Mais je crois que c'est pour nous aider à comprendre que la résurrection est une réalité, mais qu'elle ne se vit pas sans la croix.
Vous avez toujours eu cette foi très ancrée, Elisabeth Sambart? Elle est transmise par vos parents ou elle s'est découverte et renouvelée plus tard? Elle s'est découverte et renouvelée plus tard. Comme vous parlez bien. C'est découverte et renouvelée. Attendez. Elle a été renouvelée par ma vie. Moi, je dis toujours, je suis la preuve de l'existence de Dieu. Parce que je devrais être morte, je devrais être... je sais pas. Oui, vraiment. Et au fond, je rends grâce à tout ce qui, dans ma biographie, a fait que je pouvais trouver normal d'être, entre guillemets, maltraitée. Non, vraiment, je rends grâce parce que ça permet de continuer son chemin et de répondre oui à des situations où n'importe qui répondrait non. Et de finalement devenir l'objet de... le sujet, en fait, pas l'objet, hein, de ne plus être l'objet, mais d'être l'instrument, le serviteur de quelque chose qui nous dépasse complètement. Alors je crois que ces paroles vont résonner dans les oreilles de notre invité, notre second invité d'émission. On va voir comment il a perçu cette première partie. Nous allons accueillir en plateau le photographe Jean-Louis Courtina. Jean-Louis Courtina, vous avez suivi la première partie de cette émission, vous souhaite la bienvenue déjà. Les propos d'Elisabeth Sambart sont toujours très, très profonds. On pourrait passer des heures à réfléchir à ce qu'elle a dit. Et moi, je vais pourtant vous demander d'en tirer peut-être une phrase ou une idée, de dire voilà, ce qui vous a particulièrement intéressé dans les propos d'Elisabeth Sambart. Beaucoup de choses m'ont intéressé, mais je retiens la Fondation Résonance. Pourquoi? Parce que je suis moi-même très proche d'une association qui s'appelle Pour que l'esprit vive et qui permet à des gens qui habitent en milieu rural d'avoir accès à la musique classique. Pour que l'esprit vive organise des concerts dans des petites églises et surtout chez les gens. Et c'est toujours très fort de voir dans ces petites salles, ces petits appartements où il y a un orchestre qui vient, où il y a la famille, où il y a les voisins. Ça se passe dans des tout petits villages puisque ça se passe beaucoup en Bourgogne. Et moi, je fais des photographies et je trouve ça très fort. Ça permet, comme le fait Elisabeth, ça permet aux gens d'avoir accès à la musique classique alors que peut-être ils n'iraient pas au concert ni dans des salles où on peut jouer cette musique. Le hasard veut que j'ai vu effectivement un des concerts de Pour que vive l'esprit dans un tout petit village que je ne connaissais même pas en Bourgogne. Ce qui est très impressionnant, c'est que l'église était bondée, à craquer. Ah oui. On ne pouvait plus s'asseoir. C'est impressionnant comme cette association a très bien vu les choses. Et à viser juste, tout simplement. J'imagine que c'est une initiative qui vous parle, Elisabeth. Oui, et puis ils ont raison de faire les concerts dans une église, parce que l'église appartient au village, appartient aux gens. Et souvent, dans des endroits où on a été joué, si vous allez jouer dans la salle culturelle à côté, elle est vide, alors que l'église sera pleine. Parce que les personnes qui ne sont pas habituées peut-être à aller au concert, ils n'osent pas rentrer. Exactement, et là, ils ne rentrent pas forcément. Alors là, ce qui est génial, c'est de carrément aller chez les gens. Alors ça, c'est... On l'a fait, oui, je l'ai fait une fois, dans des circonstances terribles. C'est tout à fait génial parce qu'il y a un côté à la fois ludique, mais aussi festif parce qu'il y a un silence total. Et puis après, il y a toujours la personne qui offre un petit goûter. Enfin, c'est vraiment. Enfin, j'ai trouvé ces instants très forts. Pourquoi vous l'avez fait dans des circonstances terribles, Elisabeth, vous dites Parce qu'un jour, à la Fondation, il y a une personne qui a appelé en disant, voilà, on voudrait vous dire que Madame X a décidé de mourir vendredi. Alors, c'était déjà le coup de téléphone abominable, et je savais bien qui était cette madame pour qui j'avais joué dans un EMS, comme ils disent en Suisse, plusieurs fois depuis des années. Un EMS, c'est... Et comme en Suisse, il y a malheureusement... Enfin, cette possibilité de mettre fin à sa vie. Sa vie. Alors donc, elle était rentrée chez elle, et c'était vendredi. Et donc, il appelait pour dire que, voilà, elle écoutait mon disque et que pour elle, cette musique... Non, mais c'était tellement terrifiant. J'ai dit, mais non, mais attendez, je vais vite y aller. Et alors, vite, mais vraiment, on était, disons, mardi, et donc elle devait mourir vendredi.
Donc, je crois que le mercredi matin, le lendemain même, on avait loué un petit piano droit. J'avais demandé s'il pouvait rentrer chez elle. Et donc, on est allé. J'ai porté le piano chez elle. Et je suis venue, j'ai joué pour elle 1 heure. Et elle a encore vécu quelques années après ça. Alors, c'était vraiment magique. Oui, non, mais... C'est une très belle histoire. Ah oui. Vous vous intéressez finalement tous les deux un peu au même public. Vous êtes photographe. Oui, oui. Je pense que vous êtes un peu reconnu dans la démarche d'Elisabeth Sombart, parce que vous aussi, vous avez photographié des gens dans des hôpitaux, par exemple. Vous avez une carrière qui est beaucoup tournée vers les autres, en fait. Votre objet photographique est souvent tourné vers les autres auxquels on ne s'intéresse pas tous. Je pense que nous avons les mêmes publics, hein, des gens que j'appelle des gens sur le fil de la vie. On a l'outil entre guillemets, c'est le piano, moi c'est l'appareil photo. Mais on a, je pense, vous et moi, madame, un engagement social. Elisabeth, un engagement social. Voilà, c'est ça. Et avec chacun votre outil, vous le précisiez, Jean-Louis Cortina, la photo comme révélateur, le piano pour vous comme transmetteur. Finalement, est-ce que vous faites la même chose tous les deux, au final? Moi, je pense qu'on fait la même chose. Moi, j'essaye de mettre l'appareil photo, que j'appellerais donc l'outil photographique, au service d'une cause, mais que je rajoute tout de suite, si petite soit-elle. Parce que j'ai travaillé beaucoup dans des... notamment de mon travail qui a été connu, j'avais travaillé au centre d'hébergement des personnes sans abri de Nanterre, qui est un espèce de cloaque immonde où sont amenés tous les gens qui vivent dans la rue. Et je suis resté pendant 2 années, et pendant 2 années, j'ai montré un petit peu toute la violence qui existait, et j'ai envoyé les photographies à l'inspection générale des affaires sociales, et ils ont enlevé justement tous ces types qui tabassaient les autres. Donc le résultat peut paraître petit, mais pour moi, ça justifie totalement mon engagement social de photographe. Alors, vous avez une exposition en ce moment à la salle des fêtes de Vienne, organisée par l'association Solidarité Photo, qui va démarrer le 21 décembre, pardon. On vient de voir l'affiche, et puis je voudrais qu'on voit un petit peu vos photos. Alors, les voilà, ces photos. Est-ce que vous voulez bien nous les commenter, s'il vous plaît, Jean-Louis? Alors là, c'est un travail magnifique, celle-là. Oui, c'est un travail que je continue. J'ai suivi des personnes qui étaient dans la rue pendant plus de 20 ans. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment ils étaient relogés par une association qui est formidable, qui s'appelle Les Petits Frères des Pauvres. Donc j'ai suivi ces gens dans leur quotidien, d'abord dans des hôtels, puis après dans des structures des petits frères. J'ai essayé de montrer un petit peu quelles étaient leurs difficultés, parce qu'on dit toujours avoir un toit, c'est magnifique, c'est très bien, certes, mais il y a aussi énormément de problèmes, parce que vous avez des gens qui arrivent à, j'allais dire, à s'intégrer, et d'autres qui ont beaucoup de mal, parce qu'elles ont été dans la rue, elles ne savent plus, elles savent difficilement écrire, difficilement lire. Tout est difficile. Tout est difficile. Réapprendre à gérer son budget, ne pas avoir d'angoisse parce qu'on se retrouve dans un lieu clos qui est le toit, c'est toujours très difficile. Elisabeth? Mais moi, c'est le contraire. Moi, j'accompagne des gens qui ont eu pendant 20 ans ou 30 ans une vie normale et qui se retrouvent dans la rue de la maison de retraite ou dans la prison de... Mais c'est juste le contraire, en fait. Le public que j'ai, c'est des gens qui étaient, entre guillemets, normaux, qui avaient une maison, un appartement, une famille, et puis tout à coup, ils n'ont plus rien. Oui. Mais pas parce qu'ils sont pauvres, mais de cette pauvreté d'un système qui isole. Oui, mais on se retrouve quand même, parce que ces personnes-là... Oui. Que moi, dans ce travail, je prends à partir du moment où ils sortent de la rue, vous les prenez... Quand ils sortent de leur appartement. Voilà, donc on a quand même, les mêmes... Mais finalement, il y a quelque chose qui se joue à propos de relations, c'est que on est tous un maintenant. Il n'y a plus les riches et les pauvres. Vous voyez, nous deux, on peut montrer, en parlant du même public, que en fait... les pauvres d'aujourd'hui étaient les riches d'hier, les riches de demain seront peut-être les pauvres d'aujourd'hui, et finalement, ce qui se joue est encore d'un autre ordre. C'est celui justement de la non-relation.
Oui, exactement. Ouais. Est-ce que vous partagez la foi d'Elisabeth Sombart, Jean-Louis Courtinat? Oui, je la partage. Je trouve qu'elle parle. Puis alors, ce qui est vraiment bien, c'est que vous avez une voix tellement douce que ça passe vraiment très bien. Oui, oui, je partage tout à fait ce qu'elle dit et sa foi. Hein. Vous êtes vous aussi catholique engagé ou... Non, disons que je traite directement avec Dieu. D'accord. On va dire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui sous-tend votre travail aussi et qui a donné une forme, finalement, une inspiration à tout votre travail photographique. On ne peut pas dire les choses comme ça, non? Non, on ne peut pas dire, non. On peut pas dire. Il se trouve que j'ai côtoyé beaucoup de gens qui, eux, étaient croyants et que, évidemment, ça renforçait, notamment chez ces personnes qui ont été très longtemps dans la rue et qui, grâce à la foi, arrivent à se maintenir ou à s'en sortir. Mais on ne peut pas dire que c'est la foi qui m'a amené à faire ce genre de travail. Je pense que si dès tout jeune, je me disais je voulais servir à quelque chose, hein, être proche des gens. Il se trouve que j'étais photographe, mais j'aurais pu être très bien assistant social. Du moment qu'il y avait de l'humanité, parce que finalement, ce qui ressort de ces photos, on va regarder d'autres des photos, mais c'est toute cette humanité, c'est ça que vous essayez de transmettre en tout cas. C'est ça, je me sens bien avec les gens, j'ai envie d'aller vers eux, et cette humanité que j'essaye justement de transmettre avec l'appareil photo. Non mais Emmanuel, comme disait Elisabeth de la Trinité, la foi, c'est de ne pas comprendre tout de suite. Alors ça tombe bien parce que moi j'ai rien compris à ma vie, toujours encore je me dis ça viendra à un moment donné. Et c'est pas la foi qui nous fait, enfin on n'agit pas parce qu'on a la foi, on est agi par une foi qu'on ne comprend pas. Et le pulse se met en place plus tard, oui. Bien après, c'est ce que vous nous disiez. Oui, mais c'est aussi une espèce de passion parce que on me demande, c'est vrai que je traite moi des sujets qui sont des sujets difficiles et on me dit toujours mais comment tu fais pour arriver comme ça à tenir. Et moi, je réponds, et c'est vrai que je me sens parfaitement heureux, en fait, finalement. C'est-à-dire que je rencontre des gens, certes, qui ont des vies difficiles, mais je vis avec eux, je m'intègre dans leur vie, ce qui fait que il y a des moments difficiles que je partage, mais il y a aussi énormément de bonheur que je partage aussi. Vous voyez ? Mais ça, quand on n'est pas mouillé dans ce que vous faites, on ne le sait pas. C'est pour ça que c'est des sujets. On a tous nos a priori aussi. C'est des sujets très longs, qu'il faut connaître les gens dans un premier temps, et puis après, j'allais dire l'acte photographique ne représente pas grand-chose. Il y a un temps d'intégration énorme et très peu de photos, parce qu'en plus, je fais très peu de photos. Alors, on va regarder quelques photos sur l'hôpital et les personnes en fin de vie, qui était une série. Aussi que vous avez décidé de faire. Vous aviez choisi ce sujet, pourquoi ? Ça, c'était un sujet qu'on m'avait demandé, une association qui s'appelle Les Petites Lumières, et qui m'avait demandé de faire un reportage dans un service de fin de vie à l'hôpital Paul Brousse. Et le but était un petit peu de montrer, j'allais dire, la vie quotidienne de ces personnes qui étaient en fin de vie, et l'équipe qui les entourait, aussi bien l'équipe médicale que les bénévoles justement qui apportent leur temps et leur présence auprès de ces gens. Qu'est-ce que vous apprenez à chaque fois que vous revenez d'un reportage photo, Jean-Louis Courtinat ? C'est toujours une grande leçon d'humanité. Ouais, pour moi, c'est ça. J'apprends toujours énormément de ces gens-là. Parce que c'est quand même des situations qui sont des situations, entre guillemets, extrêmes. Que ce soit des personnes sans abri et automatiquement on vit des moments forcément forts et j'allais dire des moments même violents, mais on ressent quelque chose et il reste toujours quelque chose après. Je garde toujours des contacts avec les gens que j'ai photographiés. Vous gardez vous aussi des contacts sur le long cours, et Elisabeth Sombart, avec, je sais pas, les prisonniers. Vous revenez dans les prisons en plus, donc au bout d'un moment, vous devez en connaître les longues peines, vous devez les connaître. Ou... Oui, on se connaît bien. Ça fait partie d'ailleurs de l'esprit aussi de résonance, qui est de ne pas aller juste une fois dans un endroit, mais on y va régulièrement, pas seulement moi, mais aussi tous les pianistes de résonance. Et bien sûr, on connaît les gens, on est toujours très malheureux quand on arrive et qu'on dit « Oui, la dame qui... » Eh ben non, elle n'est plus là. Et alors on joue pour elle. Il y a une sorte de communion des saints qui se vit comme ça.
Alors, Jean-Luc Cortina, figurez-vous, a travaillé plusieurs années avec un photographe très très connu, Robert Doisneau. Vous avez été son assistant? Oui, j'étais son assistant pendant plusieurs années. Ça laisse des traces. Hein. J'imagine bien. Il y connaissait un petit peu en termes d'humanité, je crois. Il connaissait beaucoup en termes d'humanité, oui. On va regarder des photos pendant quelques instants. C'est vous qui avez photographié Doisneau, en fait. Voilà, là c'est moi qui... c'est l'arroseur arrosé. Voilà, là c'est avec Daniel Pénac. Oui, l'écrivain. L'écrivain Daniel Pénac. Sabine Azedma avec... C'était une grande amie de Robert Doisneau. Sa muse, oui, sa muse. Voilà, et qu'est-ce que cet homme-là vous a appris, Jean-Luc Cortina? Il m'a appris déjà le respect de l'autre, le respect des gens qu'on photographe. De l'objet photographié, vous voulez dire? Des gens qu'on photographiait. Robert Doisneau retournait voir les gens, leur redonnait des tirages photographiques. Enfin, c'était pas uniquement la prise de vue. Il y avait après toute une relation avec la personne. Donc il m'a appris ça. Il m'a appris aussi le travail parce que c'était un bosseur. Hein. C'était un faux dilettante parce qu'on a toujours tendance à le voir comme ça très décontracté. Et en fait, il utilisait beaucoup cette fausse décontraction, cette décontraction pour justement surprendre et faire des photographies. En fait, c'est quelqu'un qui travaillait énormément. Et moi, il y a une chose, une phrase dont je me rappelle de lui, il me disait souvent, je photographie avec un 6.6, c'est-à-dire un appareil, vous savez, on regardait par-dessus, parce que j'aime bien m'incliner devant les gens que je photographie. Eh bien, tout est dit, hein. C'est beau. Tout est dit. C'est très beau. Je ne sais pas du tout si Doisneau avait une foi, une croyance quelconque. Là, je ne pourrais pas... non, vous n'aviez pas des discussions d'homme à homme, des fois? Non, on n'avait pas de discussion. D'ailleurs, on parlait très peu de photos. C'est souvent des taiseux, les photographes. Hein, mais quelqu'un qui sait s'incliner. C'est souvent des taiseux, les photographes, je disais. Des taiseux, dans quel sens? Ce sont des gens qui s'expriment par l'image et qui sont souvent pas très bavards. Non, enfin, moi, dans la photographie que je pratique, justement, je pense que le photographe, il faut qu'il parle de son sujet. La preuve, c'est ce que vous m'invitez, il faut qu'il parle. Parce que faire une photographie, puis après dire « je m'en vais », c'est un petit peu facile. Non, je pense que, enfin, en ce qui me concerne, j'ai un rôle aussi d'accompagner mon sujet, de montrer par les expositions, par les livres, le travail et d'en parler. Ça fait aussi partie du photographe, du travail du photographe. Elisabeth, je vous ai interrompu, excusez-moi. Non. On parlait de... Non, moi je disais qu'un homme qui peut dire « je m'incline » au moment où il sert son art est un homme en Dieu. De toute façon. Voilà. De toute façon. Oui. Avant qu'on passe au questionnaire inattendu, parce qu'il y a un questionnaire inattendu dans cette émission, voilà. Juste avant qu'on passe au questionnaire inattendu, je voudrais que chacun prépare une question pour l'autre. On a à ma droite une pianiste de renommée internationale, on a à ma gauche un photographe qui photographie l'humain, même les tout petits humains que personne veut voir ou n'a pas envie de voir. Deux professions très différentes, on a déjà trouvé des liens. Voilà, Jean-Louis Cortina, une question pour Elisabeth Sombart. Elisabeth Sombart, une question pour Jean-Louis Cortina. Qui se lance? Moi, je voudrais savoir quel était votre souvenir le plus fort. Parce que vous avez joué dans des hôpitaux, vous avez joué dans des prisons. Est-ce que vous avez un moment particulier? Parce que moi, j'ai des moments particuliers comme ça, je me rappelle très bien. Est-ce que vous avez eu des rencontres particulières ou des moments particuliers plus forts que d'autres que vous pourriez extraire de votre carrière et de votre engagement? Là, ce qui me passe intérieurement devant les yeux du cœur, j'allais dire, c'est Plume, qui est une jeune fille tétraplégique et qu'il est devenue parce qu'elle a été agressée à Matin, à Lausanne. Elle n'était pas une prostituée, mais elle se prostituait pour la drogue. Et ce matin-là, elle s'est... Voilà, ils l'ont réduite à être tétraplégique. Et elle ne parlait plus. C'était une jeune femme de 26-27 ans qui avait des yeux comme des étoiles. Et je me rappelle que j'ai joué dans la fondation où elle se trouvait, avec tous les autres hémiplégiques et tétraplégiques. Et à la fin de la berceuse de Chopin, l'infirmière m'a dit « Plume vous appelle ». Alors, on savait qui était Plume, parce que ça avait été un fait divers qui avait été beaucoup relaté, et qui était vraiment épouvantable. Et elle était elle-même étonnée, parce que Plume ne parlait pas. Et elle m'a regardée, et elle m'a dit, très lentement,
tu peux écrire mon livre. Et je me suis dit, il faut que je dise non. Mais comme je sais qu'il faut dire oui quand j'ai envie de dire non, j'ai dit oui, bien sûr, je vais écrire ton livre. Et je me suis retrouvée et j'ai écrit, donc c'est On m'appelle Plume, ce livre. Et souvent, je vois encore une larme qui coulait comme ça, je la voyais tous les mercredis. Puis, c'est pas que j'inventais son histoire, parce qu'elle parlait peu, mais à partir de quelques notes, j'allais dire, de quelques mots. Alors j'allais, puis je suis beaucoup allée dans ces quartiers qu'elle fréquentait. La drogue, un jour, elle m'a dit, mais non, c'est pas comme ça qu'on prend l'héroïne, il faut une cuillère. J'ai dit, écoute, Plume, moi j'ai passé 30 ans dans les nocturnes de Chopin, je sais pas comment on fait pour chauffer la cuillère. Un instant. Et puis, on a eu cette espèce de relation qui était nourrie de silence tellement profond et de quelques mots. Et un jour, je me rappelle, j'étais venue, je lui lisais chaque semaine ce que j'avais écrit. Et un jour, j'ai vu cette larme qui coulait et qu'elle pouvait même pas enlever elle-même. Et je lui ai dit, pourquoi tu pleures ? Et elle m'a juste dit, comment tu sais ? Et je lui ai dit, je sais parce que j'ai passé toute ma vie à jouer les œuvres des compositeurs. Et donc le psychisme, je sais y entrer. Et je sais que tu es cette sainte. Je sais ça. Et on a tissé comme ça une relation jusqu'à la sortie du livre où elle a pu dire dans une émission où je l'avais amenée avec moi, où le présentateur a dit à Plume, qu'est-ce que tu aimerais dire aux auditeurs ? Et elle a dit, la vie est belle. Et elle crevait l'écran. Et je me suis dit, ça justifie d'avoir fait des centaines de concerts dans les EMS et les maisons de retraite. Ça justifie. Le oui est toujours justifié. Après. Elisabeth, une question pour Jean-Luc Cortina. Oui, moi j'aimerais beaucoup savoir si il y a des moments où vous ne vous êtes pas senti mal de comme voler l'instant d'une misère, même si c'est pour la transfigurer. Parce que souvent, quand je vais jouer dans certains lieux, je me rappelle au SAMU social, à la fin du concert, j'avais plus de facilité à regarder les gens, mais tout au début, j'avais peur que mon regard soit comme un appareil photo qui prendrait d'eux quelque chose qui appartient à quelque chose de secret, d'intime. Et en voyant certaines photos, je me suis dit, est-ce qu'il y a eu des moments où ça n'a pas été comme ça une grande émotion et voir où vous vous êtes dit, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Alors, tout à fait. Et je vais vous le dire, moi je suis un photographe qui a toujours travaillé pratiquement en France, c'est-à-dire à ma porte. Et un jour, avec une association, on m'a demandé de faire un travail sur le problème des enfants de Roumanie. Oui. Et je suis allé dans les orphelinats. Et bien évidemment, j'ai découvert toutes les horreurs de ces orphelinats. Et là, je me suis trouvé mal à l'aise parce que je me suis dit, mais à quoi je sers ? Là, j'étais vraiment dans un enfer. Je me disais, ce que je suis en train de faire ne sert à rien de toute façon. Moi, j'ai toujours envie que mes photographies servent à quelque chose. Et là, oui, je me suis senti très mal. Je me suis dit, je suis en train d'enregistrer une misère avec mes photographies, tout en sachant finalement que ça ne sert à rien. Ça avait un côté voyeur, vous voulez dire ? Il y avait un côté voyeur, parce que je ne pouvais rien. Je me sentais prisonnier. Je ne pouvais rien faire. Et plusieurs fois, je me suis dit, je vais arrêter parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et finalement, j'ai continué parce que je me suis dit que finalement, il fallait continuer et pas les trahir. Mais pour la première fois, je me suis senti au bout de mes possibilités de photographe. J'étais plus j'étais plus dans ma démarche photographique telle que je l'aime et qui est en fait d'utiliser cet outil qu'est la photo pour une cause. Là, je me suis senti vraiment au bout. Voilà. Ah bah merci pour ces deux très jolies questions, puis alors ces deux très belles réponses. Vous faites bien mieux le métier que moi. Alors, je rappelle vos actualités. On va faire
complètement sauté le questionnaire inattendu parce qu'on n'a plus de temps, mais alors c'était tellement beau que je ne le regrette pas. 21 Nocturnes, Frédéric Chopin, c'est le nouveau CD à avoir dans sa discothèque, surtout qu'a priori c'est le dernier d'Elisabeth Sombart. Donc ruez-vous dessus évidemment. Il y a un site internet, pour la Fondation Résonance, un site qui est très bien fait, qui vous permettra de suivre un peu l'actualité de la Fondation, des concerts d'Elisabeth Sombart, mais pas seulement, de toute... vous avez une sacrée équipe de professeurs, moi j'étais impressionnée de voir ça, de tous les professeurs, www.résonance.org. Ça c'est pour Elisabeth Sombart. Vous avez un album qui sort, Jean-Louis Courtina, qu'on pourra se procurer également. Et puis il y a 2 sites internet que je voudrais donner vous concernant. Il y a celui des Petits Frères des Pauvres, vous nous avez parlé d'eux. Vous avez fait un reportage, voilà, là on voit la couverture de votre album. petitsfrèresdespauvres.asso.fr et puis pour que l'esprit vive, pour que l'esprit vive. Donc c'est cette association qui pour l'instant est plutôt en Bourgogne, mais qui est peut-être appelée à s'étendre, non? C'est une association parisienne et qui fait des concerts en Bourgogne, mais qui va s'étendre justement, puisqu'elle va maintenant aller en Champagne et dans le Cher. Donc très bien. Donc ça commence. C'est en pleine extension. Ça n'a démarré qu'en 2012. Voilà, et c'est pour l'avoir vécu sans savoir que vous veniez ici. Donc c'est vraiment du brut. C'est franchement formidable comme initiative. On les incite beaucoup à continuer cette j'allais dire dispersion, c'est pas le mot, cette diffusion de l'art et de la musique dans les campagnes. Je vous souhaite à tous les deux une très bonne continuation de carrière artistique, puisque nous sommes avec 2 artistes, mais aussi en humanité. Vous, Jean-Louis Courtina, vous, Elisabeth Sombart, merci à tous les deux. Merci. Et à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.